Bonjour à toutes et à tous, et pour celles et ceux qui nous rejoignent, on est sur la télé du Salon, on est au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil, et là vous êtes sur le plateau du Social Club, l'émission où on installe la littérature en plein cœur de la société, et je retrouve comme tous les jours ma fidèle acolyte Sylvie Vassallo et la directrice du Salon. Sylvie, le week-end est arrivé, les familles sont là ? Les familles sont là, nombreuses, c'est agréable. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de famille puisque notre thème, c'est lire en famille, ça réchauffe. La première fois qu'on touche un livre, en général, c'est dans le cercle familial. Qu'est-ce qui se passe au travers de cet échange ? Il se passe beaucoup de choses. Il y a les toutes premières lectures où l'enfant, à peine né, fait déjà la différence entre la voix du récit et la voix du quotidien. Il y a le temps de la manipulation où les livres sont pris dans les mains de l'enfant, parfois à l'envers. Il tourne les pages, il le mâchouille. Il y a le rituel du soir où on s'endort avec la voix de ses parents en entendant une histoire. Il y a comme ça de multiples temps, de multiples moments. Et ces lectures partagées, ça permet à l'enfant, bien entendu, de développer son imagination, de développer sa créativité, son vocabulaire, mais également sa sociabilité, sa confiance en soi. Mais surtout, pour moi, ce qui est important dans ces lectures partagées, c'est de mesurer que le livre et ces lectures sont un moment d'interaction particulière où le livre, la lecture va recueillir et accueillir l'enfant, son récit. Il va en garder la trace, il va en garder le trajet, il va garder le trajet de cette enfance et il va ainsi construire des relations familiales solides. En fait, le livre est un lieu de construction du récit familial. Et ton chiffre du jour aujourd'hui, Sylvie, c'est quoi ? Mon chiffre du jour, c'est un chiffre qui concerne particulièrement notre association. C'est 132. 132, c'est le nombre de villes où nous allons mener le projet des livres à soi cette année. Des livres à soi, c'est un projet justement d'inclusion du livre dans la parentalité. On va former avec des professionnels du livre, de l'enfance, du champ social, du champ paramédical. On va former des parents, des familles, des papas, des mamans qui sont pas à l'aise avec les livres, qui parfois ne peuvent pas lire les livres en français, pour qu'ils puissent prendre des temps de lecture avec leurs enfants à la maison. Donc c'est un projet qui est basé sur des ateliers, sur la construction d'une vraie bibliothèque familiale, puisqu'il y a des chèques lire pour aller en librairie, puisqu'on les emmène en bibliothèque, et par un entraînement du corps à la lecture et par une méthode de lecture par l'image, on les rend à l'aise avec cette lecture. Vous voyez peut-être depuis tout à l'heure derrière nous un drôle de livre. C'est le livre que Sylvie a choisi de nous montrer aujourd'hui. C'est un livre de Lucie Félix et elle a reçu le prix de la Grande Ourse décerné par le Salon l'année dernière. C'est Le Nid, publié chez Les Grandes Personnes, et c'est un livre assez atypique. Alors Lucie Félix est une autrice qui a fait peu de livres, je crois que c'est son 9e livre ici, et c'est une autrice qui crée des livres justement qui jouent sur ses interactions avec l'enfant et dans le cadre familial. Donc ce livre-là, Le Nid, porte bien son nom puisqu'il permet de construire comme ça des petites cases dans lesquelles l'enfant va pouvoir jouer, se retrouver. C'est un imagier, on peut nommer les images, et au fur et à mesure qu'on le déploie, qu'on le développe, on crée des interactions entre les images qui sont différentes et qui permettent de raconter des histoires. Donc c'est un livre qui, quand il se déplie totalement, devient un tapis sur lequel l'enfant peut également crapahuter. Voilà, la lecture est une construction et Lucie Félix est une de ses plus grandes architectes. C'est un monde en mouvement. Merci beaucoup Sylvie. Je te retrouve demain pour parler du handicap et de la lecture cette fois-ci. Et nous, on retrouve tout de suite nos invités du jour. À demain. Nous sommes de retour sur le plateau du Social Club. Aujourd'hui, on parle de lecture en famille et je suis avec 4 invités. Alexis Lorca, vous êtes adjointe à la mairie de Montreuil, partenaire du Salon, et vous êtes déléguée à la culture et à l'éducation. Vous êtes aussi à l'éducation populaire et vous êtes aussi la vice-présidente d'Est Ensemble sur la même délégation. À la télé du Salon, on parle à des adultes, mais on parle aussi à des enfants qui sont devant leur télé. Alexis, quel souvenir vous avez de partage de lecture que vous voudriez nous raconter ?
Oh ben moi, je crois que mes partages de lecture, c'était avec ma fille. Et alors c'était assez drôle parce que on a commencé bien évidemment avec les albums et notamment Claude Ponty, l'album d'Adèle, ce qui lui permettait de raconter énormément d'histoires et on s'amusait à raconter, à mettre des mots sur toutes ces images. Et puis après, quand elle a commencé à lire, on avait l'habitude le soir de prendre un livre et puis chacune de lire une page. Et systématiquement, elle changeait les noms des personnages. Ça a été quasiment à chaque fois de toutes nos lectures collectives, elle changeait les noms des personnages, notamment du personnage principal. Et quand on arrivait à la fin, elle changeait la fin, où elle racontait ce qui se passait derrière. Donc ça nous permettait de partir dans des imaginaires incroyables, de se poser des questions. Pourquoi tu fais ça? Bah parce que. Pourquoi tu penses ça? Et voilà. Et c'était assez formidable. Les discussions partaient bien plus loin que simplement le livre en question. Oui. On est aussi avec Sophie Marinopoulos. Sophie, vous êtes psychologue et vous avez écrit un rapport ministériel sur la question de la santé culturelle, des liens entre parents et enfants. On va y revenir tout à l'heure. Vous, Sophie, est-ce que vous avez des souvenirs précieux de lecture partagée avec votre famille ou pendant l'enfance ? Alors c'est amusant parce que je serais plus sur des souvenirs proches puisque j'ai la chance d'être grand-mère, d'avoir plusieurs petits-fils et donc c'est absolument extraordinaire de redécouvrir la littérature enfantine. On avait beaucoup moins de choix quand j'étais enfant, je crois qu'il faut le rappeler, ça il y a eu vraiment une explosion et merci mesdames, il y a aussi sûrement des messieurs auteurs, mais merci beaucoup d'offrir à nos enfants autant d'histoires, de récits qui nous permettent de voyager ensemble en famille et surtout, et ça sera mon sujet principal, de nourrir le lien parent-enfant. Vous avez remercié les autrices qui sont avec nous sur le plateau. On a Ramona Badescu qui est avec nous aujourd'hui. Ramona, vous êtes autrice jeunesse. Jusqu'à l'année dernière, vous étiez la présidente de l'association organisatrice du Salon du Livre Jeunesse à Montreuil. Et vous êtes aussi une artiste complète, photo, documentaire. Et dans beaucoup de vos travaux, la famille est au cœur de ce que vous écrivez, de ce que vous créez. Quel est votre souvenir d'enfance, de lecture avec un membre de votre famille? Alors moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille multicouche comme ça, puisque j'ai grandi dans une maison avec mes parents, mais aussi avec mes grands-parents maternels et mon arrière-grand-mère. Donc les couches générationnelles se mélangeaient et c'est une chance énorme quand on est enfant de pouvoir naviguer comme les chats près des uns et des autres. Et j'ai un souvenir particulier autour de ma grand-mère, en fait, de notre relation dans la lecture, puisque c'est quelqu'un qui n'a pu aller à l'école que 4 ans dans sa vie. La guerre a bousculé pas mal de choses et qui avait un amour immense de la lecture, des livres, de l'école, comme si c'était un endroit secret et précieux auquel j'allais pouvoir avoir accès un jour. Et on a notamment partagé un conte que beaucoup de gens détestent et qui pour moi reste très fort, c'est La petite fille aux allumettes d'Andersen. Et moi je trouvais que ce conte, tout d'abord il me disait « tu es vivante ». Les enfants peuvent mourir et la mort n'est pas la fin. Vous voyez, puisque ce conte-là, il amène la voix en plus de la grand-mère qui accueille la petite fille dans la mort. Donc à la fois, ça me plongeait dans quelque chose de profond, de triste, de complexe, mais qui en même temps s'inscrivait dans une continuité où je me disais, je ne sais pas ce que je me disais exactement enfant, mais en tout cas, je trouvais que c'était un peu rassurant malgré tout. Et puis en plus, il y avait des images très fortes. Andersen décrit très bien. Je me souviens plus des mots que des images parce qu'à mon époque, il y avait moins de livres illustrés. J'ai grandi en Europe de l'Est et l'album en Roumanie était beaucoup moins présent et on n'avait pas du tout accès à tous ces livres d'images qu'on a aujourd'hui.
Et je me souviens d'images très claires de regarder par la fenêtre. Or, c'était une de mes passions. La nuit tombe beaucoup plus tôt à l'est et en rentrant de l'école ou en jouant tard dans la rue, j'adorais observer par les fenêtres éclairées qui ne sont pas fermées par des volets, la vie à l'intérieur de ces maisons. Et le conte d'Andersen raconte très bien ça. Et raconte l'intérieur, oui. Oui, en fait, la possibilité d'interchanger entre différents niveaux de société, puisque cette petite fille pauvre qui vend des allumettes regarde la vie des gens aisés par la fenêtre, comment ça se passe chez les autres. Voilà, c'est un souvenir très marquant pour moi. C'est une des façons d'aborder des sujets compliqués que la littérature jeunesse. On a aussi avec nous Marine Schneider. Vous êtes autrice et illustratrice. Et cette année, vous avez reçu la Pépite d'or du Salon pour votre livre Éclat et Laquis. On est souvent influencé dans nos lectures par des personnes plus grandes que nous. Vous êtes aussi influencé par des choses que vous disent vos propres enfants. Oui, alors en fait, j'ai un enfant qui maintenant a 4 ans, mais depuis qu'il est né, en fait, c'est comme s'il me suffisait de l'observer pour qu'il me dicte mes livres. C'est presque aussi simple que ça. Et d'ailleurs, quand j'étais étudiante, j'étais libraire jeunesse. Et il y avait un rayon qui m'intimidait beaucoup parce que je ne comprenais pas pourquoi, enfin ce qui fonctionnait ou pourquoi donc le rayon de la toute petite enfance en fait, ce qui attirait les bébés, voilà, quel genre d'histoire on pouvait leur raconter. Et j'étais vraiment très intimidée par ce rayon-là. Et puis c'est en devenant maman et en observant mon enfant que en fait. Enfin, je ne dis pas que j'ai compris, mais en tout cas j'ai eu accès comme ça à tout un nouveau pan de la littérature jeunesse. Et vous avez pu voir le monde à travers les yeux aussi de votre enfant et la façon dont il voyait les livres, j'imagine. Voilà, exactement. Et aussi ma façon d'être dans le monde avec lui. Par exemple, je buvais mon café le matin et tout d'un coup, il attrapait mon café et je lui ai dit pas de café pour les petits ours. Et je me suis dit, ça va peut-être être un livre. Et c'est dans un livre maintenant qui s'appelle Petit ours ou Petit ours. La relation entre un grand ours, non, c'est grand ours, petit ours tout d'abord. C'est la relation entre un grand ours et un petit ours. On ne sait pas si c'est son papa, on ne sait pas si c'est sa maman. Voilà, une relation d'adulte et de petit. Et donc, oui, encore là, l'année passée, je parle souvent de cette anecdote, mais on était à la mer du Nord et il était dans les vagues et il était heureux. Et puis il m'a dit « Maman, viens dans mes vagues !» Et je me suis dit, mais ça, je note et ça va se retrouver dans mon livre. Donc, en fait, c'est un peu comme s'il suffisait d'être attentif. Pour s'inspirer. Voilà. Ouais. Je me tourne vers vous, Sophie. Vous avez écrit un rapport ministériel sur la santé culturelle des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire et quel rapport entre ce rapport et la parentalité ? Oui, alors donc je suis une soignante, je suis psychologue et psychanalyste et donc je travaille essentiellement avec les parents et les enfants. J'ai d'abord travaillé dans des centres médico-psychopédagogiques et puis ensuite j'ai ouvert une association qui permet aux familles de venir dès qu'ils se sentent préoccupés dans le lien à leur enfant, qui s'appelle les pâtes au beurre. C'est un lieu où on a troqué, nous les psys, nos bureaux contre une cuisine et donc on reçoit les familles dans une cuisine. Donc on est comme ça, installés, on est tous à table, on se met à table. Et on pense ensemble qu'est-ce qui fait que ça va pas ou qu'est-ce qui fait qu'il y a de la souffrance. Et dans ce lieu-là, j'ai été vraiment marquée par les décennies passant, le fait que les parents et les enfants ne se sentaient pas bien ensemble, les parents perdent de vue les besoins de leur enfant. Plus que dans le passé. Plus que dans le passé. Ce que vous évoquiez de la question de l'observation, c'est une grande chance d'avoir le temps d'observer ses enfants, mais la cadence de nos vies est venue attaquer les rythmes de la famille, les rythmes de la croissance, les rythmes de l'enfance de nos enfants, mais aussi de nos vieillissements d'ailleurs. Et donc j'ai trouvé qu'on n'était pas en bonne santé relationnelle, pas en bonne santé dans nos liens. Et le livre et la culture peuvent aider à guérir ce lien ? Alors ça en fait partie, mais pas seulement. C'est-à-dire être en mauvaise santé dans les liens, ça veut dire qu'on ne prend pas le temps de vivre des expériences affectives, émotionnelles, sensorielles. Et les bébés, vous savez, qui s'ouvrent au monde grâce à leur sens. C'est tout le jeu et l'enjeu de ce qu'on leur propose dans les expressions artistiques. Il y a le livre, mais pas seulement, je le dis, parce que, en effet, un bébé, il est gourmand d'histoire. Nous sommes des êtres qui avons besoin de nous inscrire dans des récits. C'est la raison pour laquelle tout leur raconte des histoires. La danse, le théâtre, les marionnettes,
et les livres. Et peut-être un petit bémol au regard de la présentation que vous nous avez faite. Malheureusement, le livre n'est pas dans tous les foyers. Et on a un énorme travail, je pense que vous le savez parfaitement, à faire pour que justement, si on veut que nos enfants soient en bonne santé, et pour moi, être en bonne santé, c'est prendre en compte l'éveil culturel et artistique, c'est-à-dire l'éveil de nos bébés dans le lien, il faut absolument qu'on leur offre l'accès à la culture. Et les livres, c'est pas réservé aux nantis, c'est pour tout le monde. Je crois que c'est un des combats. C'est des combats des grandes associations du monde culturel. Vous êtes évidemment, l'éducation populaire nous a ouvert les portes et merci, parce que c'est un enjeu vital, central, de santé publique et donc de pacification. N'oublions pas que la culture nous pacifie. On n'est pas très pacifié aujourd'hui. On ne peut pas parler d'éducation populaire sans se tourner vers Alexis Lorca. Je crois que vous avez eu l'idée d'un festival pour accompagner les enfants et aussi les parents tous ensemble. C'est le festival Marmot. Comment vous est venue cette idée ? L'idée au départ, elle part de la rencontre avec les artistes qui sont extrêmement nombreux à Montreuil et puis des lieux culturels. Et puis je m'aperçois, enfin je le savais quand même un petit peu, mais enfin que le dénominateur commun entre toutes et tous, c'était les propositions à destination du jeune public. À partir de là, évidemment, naturellement, un des ADN forts de Montreuil, ce sont les arts et la culture pour les plus jeunes. D'où d'ailleurs, évidemment, en ayant à la mémoire ce salon du livre, qui est tout de même né dans nos centres de loisirs, grâce à des animatrices et à des animateurs de centres de loisirs, qui pensaient que le livre était d'une importance capitale pour les enfants. Et donc le premier salon du livre à Montreuil, il est dans la bibliothèque d'Esnos, en centre-ville. Et puis après, ça va sur la place de l'Hôtel de Ville. Et puis après, voilà, ça devient, au fil des années, ce salon. Donc en partant de cela, il nous semblait extrêmement pertinent de pouvoir créer ce festival, donc le mois des arts à Montreuil pour l'enfance, qui fait suite au mois de la petite enfance, qui se déroule dans tous les lieux, dans tous les lieux culturels et particulièrement dans les médiathèques, et qui est à destination de la petite enfance. Ensuite, on a ce festival Marmot, donc toutes disciplines confondues, mais les médiathèques en font partie bien évidemment, qui va couvrir tous les publics de l'école élémentaire à peu près. Et puis finalement après le salon du livre et de la presse jeunesse qui reprend les petits mais qui va jusqu'aux grands adolescents. Oui, et où les parents sont aussi les bienvenus. Et où les parents sont les bienvenus. Et dans tous ces, notamment dans le festival Marmot, on a des plages de diffusion, des plages d'ateliers pour les enfants. C'est faire aussi, c'est entrer en culture en faisant, en pratiquant les pratiques amateurs. Et puis également des sessions de réflexion. Et particulièrement envers les assistantes maternelles, envers, ça peut être les professionnels de l'enfance, de la petite enfance, ce qu'on fait aussi dans le mois de la petite enfance. Oui. Et ça, moi, ça me semble extrêmement important. Et on a aussi des propositions. On a la Cité des Marmots, où là, on est sur de la musique et où les parents sont partie prenante parce que les enfants chantent avec les enfants. Ils chantent avec les enfants. Et puis, ça nous permet d'avoir une diffusion. Quand on a 200 enfants sur scène, on a les parents absolument de tous les quartiers qui se rencontrent autour d'une même proposition. Et ça, pour moi, c'est capital. Et c'est toujours extrêmement émouvant de les entendre. Vous faites aussi des rencontres entre parents, enfants et artistes. Et je crois que Ramona, c'est quelque chose que vous avez fait pour créer le livre. Tiens, vous vous êtes rendu dans une crèche, c'est ça ? Comment ça s'est passé, la création de ce livre ? Alors, on a la chance en France d'avoir un réseau quand même incroyable de circulation comme ça des artistes en crèche, et Montreuil est un grand centre. La ville de Grenoble s'inscrit aussi dans ce type-là de dispositif, de rendre possible des rencontres, de nous rendre possible dans une forme de connexion avec, créer tout près des plus petits. Et chaque année, la ville de Grenoble offre un livre à la naissance des enfants. Et donc, ça a été un appel d'offres qui a lieu tous les 2 ans, puisque pendant 2 ans, les enfants reçoivent ce livre. Et donc, mon parti pris a été de photographier le mouvement des mains
en supposant que tout ce dont on a besoin, tout ce qui est nécessaire, que l'on donne et que l'on reçoit, passe par les mains. Les mains des enfants, donc des parents, des soignants. Eh bien, c'est justement une question de lien, puisque tiens, c'est le mouvement vers l'autre, de soi vers l'autre. Et c'est là où c'est assez magnifique de voir comment le jeu peut se mettre en place, puisque, par exemple, une des doubles pages du livre est toute simple. Il fonctionne un peu comme un imagier et en même temps comme un poème qui vient, comme un sous-titre de cinéma en dessous, qui vient dialoguer avec l'image et le face-à-face des images. Et donc, parfois, il y a des choses plus abstraites. On peut dire, tiens, un A comme amour. Voilà, on peut ouvrir la question, mais parfois on a du pain et du fromage. Et le pain, c'est du vrai pain, et c'est une main d'adulte qui tend une tranche de pain. Et le fromage, c'est un fromage de dinette, et c'est une petite main qui le tend. Et là, c'est le livre qui rend possible cette rencontre-là. Et cet échange-là aussi, la création d'une histoire par les enfants. On va retrouver nos invités tout de suite. Mais pour l'instant, je vous propose de retrouver la chronique de Timothée de Fontbelle et de Benjamin Chaud. On se voit juste après. 101 façons de lire tout le temps. La diva est partageuse. La dompteuse sait se faire aider. Le méfiant. Le sentimental. La cavalière. Le cow-boy. L'inventeur. Les inséparables n'ont pas le choix. Attention, la lecture solitaire et compulsive de livres jeunesse par des adultes majeurs, responsables et parfois même parents de jeunes enfants doit être sévèrement punie si elle empêche ces mêmes enfants de pouvoir accéder de temps en temps à leurs livres. Nous sommes de retour sur le plateau du Social Club pour la deuxième partie du débat. On parle de lecture en famille et Timothée de Fontbelle le dit. Parfois, les livres pour enfants sont si beaux, si intéressants que nous, les adultes, on les garderait bien pour nous. Je me tourne vers vous, Marine. Vous avez remporté la pépite d'or du salon cette année avec Éclat et Lucky. C'est l'histoire du vieux Lucky qui voit apparaître le petit éclat dans sa vie et ça bouleverse son existence au point même qu'il oublie à quoi ressemblait la vie avant. C'est la métaphore de quoi cette histoire ? Alors, très personnellement pour moi, de ce que c'est de devenir maman, mais j'ai voulu élargir un peu les possibles en ne donnant pas un rôle de père à Éclat, mais un rôle de grand et de petit. Donc de cette façon, en fait, on ne sait pas très bien Éclat, d'où il vient, quelle est son histoire, s'il a des parents. En fait, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est la relation qu'ils vont tisser tous les deux. Pareil, Lucky, lui non plus, on ne sait pas son histoire avant d'habiter dans ce cratère, qui il était, est-ce qu'il habitait ailleurs, est-ce qu'il a toujours habité là. Et en fait, ça, ce sont des questions auxquelles je n'ai pas non plus de réponse, ce qui déjà amuse aussi beaucoup les enfants parce que ça leur donne plein de possibilités de créer leur histoire aussi. Et puis c'est cette histoire de transmission. En fait, Lucky s'attend à ce que Éclat s'en aille à n'importe quel moment. Au départ, voilà, ça ne lui ferait pas grand-chose. Et puis, au fur et à mesure, Éclat s'installe en fait dans son cratère, dans sa vie. Lucky lui construit un lit et l'installe dans sa maison. Et voilà, et il va prendre sa place. Et finalement, à un moment, les deux en fait ne se souviennent plus de comment c'était avant parce que c'est presque comme une évidence. Donc c'est une métaphore pour moi de parentalité. Mais de plus que ça en fait. De lien, de transmission, de relations familiales voilà. En général. Et puis aussi de cette capacité qu'ont les enfants à complètement bouleverser, créer un espèce d'ouragan, mais généralement très positif finalement, parce que en fait, moi je me dis souvent, mais heureusement que mon fils est là, même si c'est extrêmement difficile, etc. Mais qu'est-ce qu'il amène comme bouleversement et dans ma vie, et merci, je le remercie parce qu'il m'amène dans des endroits où je n'aurais pas été.
Et voilà. Et vous abordez aussi dans ce texte des thématiques qui peuvent être difficiles à aborder, comme la disparition. Ramona, Marine, est-ce que le livre est une passerelle, une porte de communication entre les adultes et les enfants? Est-ce que dans un texte, on peut faire naître la discussion? Ramona, dans votre texte, Il faudra, vous parlez de l'arrivée d'un nouveau bébé dans une famille, et c'est des sujets qui sont parfois des passages difficiles au sein d'un foyer. Comment le livre peut aider à traverser ça? Le livre, je crois, propose une expérience. Et dans l'expérience, on est à égalité, grand et petit. Et je pense qu'en tout cas, moi, les livres que j'aime et que j'essaye de faire, c'est des livres qui ouvrent des possibles combinatoires, des possibles de jeux, d'imaginaire, et de remettre en jeu les choses de la vie telles qu'elles nous paraissent. Dans Il faudra, avec Lorraine Capelli, on a beaucoup cherché autour de cette figure de grande sœur, parce que je crois qu'il existe beaucoup de livres pour les tout petits, pour accueillir, pour dire bienvenue, et je passe mon temps à faire ça aussi. Mais là, on était toutes les deux grandes sœurs, et on a eu envie d'aller se replonger dans ce temps très particulier où on sait que quelqu'un d'autre, un autre enfant, va venir de notre côté, de l'enfance, et en même temps, ça va nous pousser un petit peu plus vers les grands. Et donc, ce passage-là, un peu intermédiaire entre on n'est plus tout à fait petit, un plus petit que nous arrive, comment on peut transmettre quelque chose. Et c'est des petits instantanés qui peuvent durer, voilà, ce temps d'attente, qui peut être le temps d'une grossesse, qui peut être le temps d'une adoption, qui peut être le temps d'imaginer, ou peut-être aussi simplement le temps de préparer, et se projeter dans le fait qu'on peut partager la vie et la connaissance sensible qu'ont les enfants de la vie, faire le tour de cette sensibilité-là ensemble. C'est ça, Il faudra. Vous, Marine, dans Éclat et Laquis, vous abordez la question de la disparition, de la mort. Est-ce que le support du livre permet d'avoir ces discussions entre adultes et enfants quand c'est des choses très difficiles à aborder ? Alors en fait, moi, le premier livre que j'ai illustré, il s'appelle en français « Je suis la mort », mais c'est à la base un livre norvégien, écrit par une autrice norvégienne. Et j'étais toute jeune, j'étais encore étudiante, et quand j'ai reçu ce texte, qui est très direct, qui dit « Je suis la mort, tout comme la vie est la vie, je suis la mort », je me suis dit « Waouh !» Et la première réflexion que j'ai eue, c'est « Mais est-ce que c'est vraiment un livre pour les enfants ?» Et puis aussi, comment est-ce que je vais faire, moi, pour réussir à traduire ça en images et essayer d'inventer des nouvelles images avec mes illustrations qui peuvent peut-être adoucir le texte qui est très direct. Et c'est parce qu'en fait, en Norvège, ils ont vraiment beaucoup moins de filtres, je pense, par rapport à cette question de la mort, alors qu'en français, d'ailleurs, le livre a été traduit en 17 langues avant d'être traduit en français, parce que je pense que les éditeurs étaient très frileux de cette honnêteté, en fait. Et on disait directement aux enfants, voilà ce qu'il en est, on meurt, mais heureusement qu'on meurt parce que comme ça la vie devient plus précieuse. Et en fait maintenant ce livre Je suis la mort a beaucoup de succès parce qu'en fait je pense qu'il faut dire les choses directement plutôt que de tourner autour du pot et de trouver plein de métaphores, parce que finalement les enfants se perdent, je pense, dans tout ça. Oui. Donc moi je suis d'avis qu'on peut parler de, la mort, ça fait partie de la vie. Cela qui va mourir, et que là, évidemment, au départ, est déstabilisé, mais va trouver après sa voie à lui, grâce à Laquis aussi, qui n'est plus là, mais qui est toujours là en lui. Oui. Et voilà. Sophie, je vous voyais sourire quand Marine disait qu'en France, on avait du mal à dire les choses frontalement, honnêtement. Est-ce que les parents peuvent s'appuyer sur les livres pour transmettre certaines idées, certaines histoires? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, quand on entend les deux autrices, on voit tout de suite que le livre est notre meilleur ami pour parler avec nos enfants. Parce que d'emblée, il y a une dimension très métaphorique. Alors peut-être qu'il faut vraiment appuyer sur ce point. Les enfants détestent les livres où on leur dit ce qu'il faut penser. Ça, c'est le livre sur le pot, par exemple. Il faut être propre. Ça les intéresse pas du tout.
Et d'ailleurs, ils seront pas propres avec ça. Donc, mieux vaut prévenir les parents pour pas les tromper. Alors que dans les ouvrages que vous nous proposez, il y a une dimension très métaphorique. Quand vous parlez de la mort, en fait, vous parlez que de la vie. C'est-à-dire, la mort permet de dire que la vie est précieuse, ce qui est pas du tout la même chose. Et ça, ils l'entendent 5 sur 5. Ils sont immédiatement présents, ils sont immédiatement partants parce qu'ils ont une appétence à comprendre le monde, à l'interpréter, à lui donner du sens et à prendre leur place d'enfant. Ils vont la prendre dans cette histoire. Eux, ils vont peut-être en faire autre chose d'ailleurs. Et là encore, c'est intéressant, c'est que le personnage, par exemple, vous disiez, on ne sait pas, c'est un père, c'est une mère, on ne sait pas. C'est un plus grand que lui. Mais ça peut être une montagne, c'est pas forcément un humain, ça peut être un non-humain. Et c'est ça qui va les intéresser parce que dans leur imaginaire, ça va correspondre à ce qui se passe pour eux à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est leur vérité psychique. Un enfant, il va pouvoir raconter son histoire à lui, là où il en est dans sa maturité. Donc on sait jamais vraiment où on va. C'est pour ça qu'on peut pas dire qu'il y a des livres pour les petits et des livres pour les grands. C'est pour ça qu'on est toujours très étonné là où nous emmènent les enfants. Je pense à une histoire qui est dans un musée où tout le monde voulait éviter que les enfants passent dans la salle Soulage parce que la salle Soulage c'est très noir, Soulage c'est vraiment terrible, ça fait peur et ils vont tous avoir peur. Et puis un jour, la personne qui leur faisait visiter le musée s'est perdue, elle est tombée sur la salle Soulage et les enfants qui avaient à peu près entre 2 et 3 ans, ils ont adoré la salle Soulage. Ils se sont amusés, ils étaient captivés par la lumière du noir. Donc vous voyez, on a des a priori, il faut qu'on lâche prise avec ça pour pouvoir faire de l'ouverture. C'est ce que vous faites, hein, vous vous autorisez et heureusement que vous vous autorisez et que vous vous dites pas non là, je vais le traumatiser, etc. Voilà. La seule chose, c'est gardons cette ouverture et la vraiment que ça soit métaphorique. En tout cas, moi, en tant qu'autrice et illustratrice, j'essaie de laisser de l'espace pour que eux puissent venir compléter avec leurs propres histoires ou leurs interrogations, leurs envies, etc. C'est un peu c'est ce que j'essaie de faire avec mes livres. J'avais une question, je pense que des parents se la posent aussi. Quand on se sent pas forcément un grand lecteur, qu'on se sent pas légitime à transmettre la littérature, quel conseil vous auriez à donner à des parents qui veulent quand même partager le livre avec leurs enfants? Sur quoi ils peuvent s'appuyer? Alexis, je sais que vous tenez beaucoup à l'espace de la bibliothèque, de la médiathèque comme ressource pour ces parents qui se sentent pas autorisés nécessairement à parler du livre. Moi, je crois qu'il faut faire confiance à ses enfants et peut-être si l'enfant a le livre. Alors, c'est vrai ce que vous disiez, hein, il y a des familles où il n'y a pas de livre. Alors, dans des villes comme Montreuil où on a quand même une présence importante des services publics, c'est un peu difficile d'y échapper entre guillemets parce qu'il y a l'école, on travaille beaucoup avec les écoles, donc qui emmènent les enfants dans les médiathèques. Je parlais des centres sociaux. Donc, je pense que l'objet livre entre dans les maisons d'une façon ou d'une autre, même si c'est pas en grande quantité. Donc, il y a voilà. Après, je pense qu'il faut faire confiance à l'enfant, quoi, qui tend un livre à son père ou à sa mère et se laisser porter. Après, il est toujours très difficile de répondre en une seule phrase à ces empêchements. Hein. On a beaucoup, hein, dans nos quartiers des personnes qui se sentent empêchées par rapport aux propositions culturelles et artistiques. Ça, c'est un travail de très très long terme qui est souvent mené en action culturelle, à travers l'action culturelle par des agents du service public et par des artistes. Et mais ça, c'est c'est un très très long programme. Ramona, je vous vois réagir. Oui, non, mais parce que je pense toujours à l'enfant silencieux que j'ai été en rentrant dans la langue française et en y arrivant. Vous êtes arrivé à 12 ans en France, 10 ans de Roumanie, c'est ça? Oui. Et je pense aussi à mes parents qui étaient complètement perdus avec ces livres. Et effectivement, la bibliothèque municipale, un lieu de refuge merveilleux, puisque d'abord on peut tout lire, on peut tout
tout emprunter, on peut tout expérimenter. Si ça nous plaît pas, on le ramène, c'est pas grave. Et puis il y a des livres qu'on emprunte, qu'on réemprunte et qu'on réemprunte et dont on s'imprègne. Je pense que nous, artistes, auteurs et autrices, ce qu'on prépare pour vous, parents et enfants, ce sont des partitions. Et ces partitions, elles sont libres d'interprétation. Et c'est ce qui peut faire... Le livre, lui, reste stable. Il est exactement le même, du début à la fin, immanquablement. Vous retrouverez toujours la même chose. Et pourtant, vous aurez changé, vos enfants auront grandi, votre imaginaire se sera déplacé et vous pourrez revoyager à l'intérieur avec des mots, en silence, en prenant appui sur les mots que nous avons posés avec soin, en général, pour que ça puisse tisser un chemin. On vous accompagne, on est là pour vous accompagner dans cette lecture. Donc, n'hésitez pas, prenez le risque de vous rendre disponible avec vos enfants et effectivement, en vous laissant guider par les enfants ou en vous laissant guider aussi par vos propres désirs ou envies. Oui, je voulais vraiment réagir parce que dans l'association Les Pâtes au beurre, on travaille beaucoup avec une association qui s'appelle Lire, qui lutte contre l'exclusion. Et on a des familles qui viennent, qui sont de milieux extrêmement précarisés. Là encore, on s'allie à une autre association qui s'appelle CASP, qui fait venir les familles. C'est des familles souvent qui vivent dehors, qui dorment dehors avec leurs enfants, parce que malheureusement, encore beaucoup d'enfants, disons-le, dorment dehors et on ne peut que en être catastrophé. Et donc, on offre à ces familles, quand elles viennent, elles passent la matinée avec nous et elles viennent lire. Elles viennent lire, mais c'est une médiation. Et l'enfant va repartir avec le livre qu'il aura lu avec ses parents et les professionnels qui sont là. Et quand il repart avec le livre, il repart pas avec un objet, il repart avec une expérience. Et c'est ce que nous devons absolument déployer au maximum. Si on considère que la santé culturelle existe, que la santé c'est avant tout des liens et la qualité de nos liens, eh bien ça doit être partout. Ça doit être, nous on fait beaucoup du hors les murs, c'est-à-dire qu'on s'installe dans la rue. Je pense que ça doit vous arriver aussi. On s'installe dans la rue et c'est des moments incroyables. Et moi, il n'y a pas très longtemps, on avait mis une natte par terre, on a mis plein de livres. Il y avait beaucoup de parents et d'assistantes maternelles qui s'arrêtaient avec les enfants. Et puis, il y a une maman qui est venue s'asseoir à côté de moi. Je lisais un livre de tout petit, un enfant très jeune. Et elle m'a dit, dans son français, à elle, avec ses mots à elle, à quel point elle aimait écouter ces histoires-là parce qu'elles sont faciles et qu'elle apprend bien le français de cette manière-là. C'est-à-dire, en fait, elle prend appui sur nous pour pouvoir ensuite aider son enfant et que son enfant lui-même va prendre appui sur elle. Voilà, ça a un intérêt, mais c'est vraiment civilisationnel. C'est pas rien d'offrir et de permettre l'accès aux livres. C'est déjà la fin de notre débat, malheureusement. Merci à nos invités pour leur présence et leur expertise. Mais le Social Club, c'est pas encore tout à fait fini. C'est l'heure de la chronique de Suzy Morgenstern. Pour elle, les livres et la famille sont inséparables. Elle a d'ailleurs écrit plusieurs livres pour ses petits-enfants adorés. Aujourd'hui, elle nous donne un petit conseil pour profiter de la vie tous les jours. On se retrouve juste après. Je m'appelle Suzy Morgenstern. Je vais vous donner un truc pour une vie époustouflante. Profite de tes grands-parents. Ils sont l'amour inconditionnel garanti. Tu as certainement une ou deux grands-mères, même plus dans une famille recomposée. Un ou deux grands-pères aussi. Ne sont-ils pas précieux? Téléphone à un de tes grands-parents pour raconter un de tes triomphes, ou prendre de leurs nouvelles, ou dis-leur simplement « Je t'aime ». Quelle est leur réaction? Les grands-parents seront pour toujours dans notre cœur. Mais seront-ils pour toujours au téléphone? Profitez de vos grands-parents. J'ai de la chance de vivre avec ma petite fille, Emma, depuis 2 ans. Et c'est un cadeau extraordinaire. Nous avons écrit ensemble ce livre qui s'appelle Les Vertueuses. Parce que si tu vis avec moi, il faut écrire. Alors, pour Emma, c'était marche ou crève.
bon, profitez de vos grands-parents et puis pensez aussi un peu à vos enfants, à ce qu'on leur laisse pour chérir la terre, chérir notre seule maison. Pensez à la planète aussi, ce qui est le sujet de ce livre. Et puis, hop là, et allons-y, et yalla, et go, et just do it. Soyons nos propres pom-pom girls. Merci Suzy pour cette chronique et merci beaucoup à nos invités, Alexis, Sophie, Ramona, Marine. Et chez vous, si les relations parents-enfants vous intéressent, voici quelques ouvrages pour poursuivre la lecture en famille ou tout seul. On a ce petit livre comme ça de Claire Lebourg qui est publié aux éditions Mémo. C'est un livre illustré, l'histoire de l'arrivée d'un enfant dans une famille et l'éventail d'émotions ressenties par les parents pour mieux se comprendre tout en tendresse. On vous propose aussi La petite sœur est un diplodocus d'horreur petit publié chez les Fourmis Rouges. Une toute petite sœur arrive et chamboule la vie de son grand frère. Il se transforme en tyrannosaure, mais sous la carapace, ce tyrannosaure a un petit cœur tout mou pour sa petite sœur. Et enfin, Mon amour d'Astrid Desbordes et Pauline Martin chez Albin Michel Jeunesse, une galerie de tous les petits moments de la vie et du quotidien qui alimentent l'amour d'une maman pour son enfant. Les titres qu'on a cités pendant l'émission sont à retrouver sur la page du salon slpjplus.fr et si vous voulez revoir toutes les émissions du Social Club, c'est sur la chaîne YouTube du salon. Rendez-vous demain même heure à 18h15 pour la suite du Social Club. Nous parlerons cette fois-ci de l'accès à la lecture pour les jeunes et les enfants en situation de handicap. Et dans un instant, à 19h15, c'est le live présenté par Camille Bourlot. Belle soirée et à demain.